Équipe 6. Je peux directement, désolé pour vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi que 30 secondes restantes. Je vais faire le décompte de 10 secondes avec les doigts et j'afficherai un carton indiquant à la fin de votre présentation. Donc, une période de questions de durée de 5 minutes chronométrée suivante. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devrez en aucun temps dévoiler la provenance de votre sujet sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les macros dans le cadre de la table ouverte pour rester là. Sur le côté, tu peux à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Nous ne devons en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune d'entre nous sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie au téléphone. Permettez étant les deux de se présenter et après vous allez pour. Bonjour, donc moi c'est Marie-Pierre, je suis conseillère en éducation et en développement de compétences pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Bonjour, Laurence Leduc, je suis stratège marketing chez l'Agence Beauvais. Enchanté, Étienne, rédacteur du CA, mais aussi premier vice-président de la Fondation du CQCN et conseiller expert en finance au Consortium de coopération des entreprises collectives, donc de CEROS. Bonjour, Raphaël, conseiller chez PWC. Donc, bonjour tout le monde, nous sommes la firme LAS. Je me présente, je m'appelle Xavier Tremblay, je suis gestionnaire. Alicia Chambou, je suis trésorière. Luca Michel, analyste. Donc, pour commencer avec le déroulement de notre présentation, on va faire l'analyse spéciale de votre coopérative. Ensuite, on va faire l'analyse interne et externe. On va ensuite parler des caractéristiques, donc en bref, ce qu'on comprend de votre coopérative. On va ensuite parler du mandat ainsi que des solutions qu'on pourrait vous proposer, avec les coûts reliés pour chaque solution, un budget et finalement la période de questions. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Luca pour le reste. Donc, pour commencer, nous allons commencer par la variable politique, qui est, en ce moment, dans le secteur de la santé, il y a des grosses négociations avec le gouvernement. Donc, vous êtes relié au CIUS, forcément, ça peut vous impacter. Ensuite, il y a la variable économique, qui est l'inflation, qui touche tout le monde. Donc, forcément, les membres travailleurs et les membres occupants, ils sont touchés. Ensuite, il y a la variable socio-démographique, qui est le vieillissement de la population. Tout le monde vieillit, donc forcément, c'est un impact à considérer. Ensuite, il y a la variable technologique, qui, en ce moment, dans la technologie, il y a beaucoup d'avancées, donc ça peut être plus dur pour la majorité de votre Ensuite, il y a la variable environnementale, que c'est les saisons qui peuvent fluctuer par rapport au nombre de clientèle, etc. Et finalement, le légal, c'est les possibilités de loi à venir. Pour ce qui est maintenant de l'analyse interne, vos forces, la proximité du consommateur ainsi que le gouvernance démocratique fait que vous avez un sentiment d'appartenance entre vos membres. Ensuite, il y a l'abordabilité de vos services qui est, à cause que vous êtes une coopérative et non une entreprise privée, forcément, les prix sont plus abordables pour les membres. Et finalement, la dernière force, c'est que vous êtes valorisé par le gouvernement parce que vous êtes un besoin essentiel pour les personnes à mobilité réduite. Ensuite, pour les faiblesses, vous ne pouvez pas offrir de soins aux clients, comme par exemple dans le cas de Mme Gagnon qui s'est blessée, mais les soins ne peuvent pas être faits. Donc, ça peut être une possibilité de mécontentement pour les clients. Ainsi que les décisions administratives sont complexes parce que, comme que c'est dit, une voix, un vote. Donc, c'est forcément plus dur à comptabiliser, etc. Pour ce qui est de l'analyse externe, on a trouvé quelques opportunités. Par exemple, c'est un besoin assuré parce que le vieillissement de la population, ça arrive à tout le monde. Donc, forcément, comme on le sait, avec le vieillissement, notre mobilité plus réduite, donc c'est forcément un besoin. Ensuite, les réseaux publics en ce moment, ils vont moins bien. Donc, si, grâce à vous, il y a moins de lits à occuper à l'hôpital, puis ça fait qu'il y a des personnes qui, en cas de vie ou de mort, bien, ils peuvent avoir un lit par rapport à une personne qui a un autre besoin, mais que vous pouvez combler. Et finalement, la dernière opportunité, bien, vu que j'ai dit plus tôt, vous êtes un besoin essentiel, forcément, le gouvernement, au final, ils vont vous reconnaître et ils vont
mettre plus d'investissement pour vous aider. Et finalement, les menaces, s'il y a une possibilité d'une croissance trop rapide du vieillissement de la population, donc si la population et aux clientèles grossit, ben, vu que les votes, c'est un voix, une vote, ben, ça peut être encore plus long de comptabiliser les voix et les votes, donc ça peut donner une complexité. Ainsi que il peut y avoir des difficultés de coordination entre vous et le CIUS qui pourraient faire que ça va être plus dur. Je vais passer la parole à mon collègue. Donc, pour les caractéristiques de SSF, nous avons répertorié les partenaires, en fait. Donc, à la base de la pyramide, c'est le pilier, c'est le gouvernement. Donc, avec le PEFSAD, donc c'est très important. Ensuite, nous avons le CIUS. Nous avons un partenariat avec eux, on en a déjà parlé, c'est très important aussi. Et finalement, nous avons le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ensuite, pour le modèle d'affaires, vous avez un modèle d'affaires qui est très éthique. Donc, vous ne profitez pas, là, si je peux dire, des personnes à mobilité réduite ou ayant des situations particulières. Par la suite, les valeurs que nous avons vues dans le cas sont la solidarité, la démocratie, l'équité et le réinvestissement démocratique. Par contre, on a l'impression que vous en proposez deux nouvelles, c'est-à-dire la bienveillance et l'intégrité. Nous nous sommes fiés à vos valeurs et à vos missions, à vos objectifs et tout pour trouver ces deux valeurs-là. Puis, bien évidemment, vous êtes bienveillant et équitable et intègre. Donc, c'est évident pour nous que ça devrait être mentionné. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue pour vous proposer la suite. Donc, ce qu'on comprend des mécanismes de gouvernance, étant donné que vous êtes une coopération plus démocratique, on peut dire, c'est qu'il y a 3 membres qui sont chacun liés, soit les membres utilisateurs, ceux qui vont utiliser vraiment le service, les membres travailleurs et les membres de soutien. Donc, ces 3 membres sont liés au niveau des mécanismes de gouvernance qui n'ont pas de préférence. Une vote, un vote. Une voix, un vote plutôt. Et l'impact de la gouvernance démocratique sur les membres, ça fait que quand c'est le temps vraiment de faire des décisions, c'est un peu plus compliqué. On a compris que vous avez à peu près 1200 membres. Faire voter 1200 personnes pour des choix, ça peut devenir rapidement long. Vous allez peut-être perdre la réactivité comparée à des concurrents. Donc, ça, c'est ce qu'on a compris des mécanismes de gouvernance. Mais par contre, ça fait une grosse plus-value parce que vous votez, les membres votent. C'est beaucoup plus facile de faire partie de quelque chose que vous avez un contrôle dessus. Puis ça, je pense que c'est très bon monsieur. Sinon, ce qui va aussi vous distinguer des entreprises traditionnelles, vous n'allez pas chercher le profit absolu. Comme ma collègue le dit, vous êtes éthique. Puis ça, c'est quoi de vraiment bon? Parce qu'on n'a pas l'impression que vous cherchez à venir profiter des personnes qui sont vulnérables. Ça serait facile de personnes qui n'ont pas d'autre choix de leur charger très, très cher. Vous ne le faites pas. Vous êtes décidé d'être éthique. Vous êtes décidé d'être équitable et solidaire envers eux. Puis ça, c'est quoi vraiment qu'on a remarqué, que vraiment tout le monde a remarqué. C'est ce qui vient faire une grosse distinction avec des profits que des entreprises, des actionnaires, puis gros stéréotypes qui veulent juste des profits. Donc, vous avez aussi un réinvestissement des profits, une gouvernance démocratique, qui sont les deux reliés à la démocratie et le réinvestissement démocratique, dans le fond, qu'ils vont voter sur quoi c'est réinvesti et sur les prochaines décisions. C'est quoi qui est vraiment bon. Donc, après, ça nous mène à notre mandat, soit améliorer la rétention des membres travailleurs et fournir une meilleure offre de service aux membres utilisateurs, on va dire. Donc, les solutions reliées au mandat 1, c'est-à-dire la rétention, bien, tout d'abord, c'est de faire comprendre aux membres utilisateurs, c'est un peu eux qui ont le gros bout du bâton au niveau des votes, ceux qui sont la majorité de la population votante. Donc, c'est eux autres qui vont décider des changements dans les lois et des politiques. Donc, c'est de leur faire comprendre qu'ils doivent donner des meilleures conditions aux membres travailleurs, parce que si eux se sentent délaissés, ils vont pas devoir changer, ils vont perdre le service pour quoi ils sont. Donc, c'est vraiment de leur faire comprendre ça. Donc, vraiment, ça serait faire une belle assemblée et de leur expliquer en quoi leur service, c'est un bon service qu'ils doivent garder. Aussi, même cette valoriser, c'est vraiment le fun, ça n'a jamais fait de manger quelqu'un. Donc, c'est d'augmenter le salaire des membres travailleurs. On veut qu'ils puissent vivre de ça, on veut qu'ils puissent avoir une belle carrière, une belle vie. Donc, ça, on pense que c'est non négociable d'augmenter vraiment leur salaire. Et aussi, l'augmentation de la reconnaissance. Probablement que les personnes utilisateurs ne savent pas c'est quoi ce qu'ils ont. Tu sais, on a un peu une mentalité dont on ne sait pas ce qu'on perd avant qu'on l'a perdu. Je pense que c'est de leur montrer, envoyer des lettres aux membres utilisateurs pour leur dire vous avez ça, vous gagnez ça, c'est ça que vous pourriez payer, ça serait une autre entreprise pour simplement, quand ils vont venir, les membres travailleurs, être gentils avec eux, être vraiment, on va dire, se faire écouter, mais aussi les écouter, puis être vraiment respectueux avec eux, c'est quoi qui est vraiment bon. Sinon, pour le gros point, qui est lui optionnel, parce que c'est vraiment un gros point, c'est passation d'une démocratie absolue, un vote, une voix, à une démocratie proportionnelle. Il y a 3 groupes, chacun 33%. Donc, admettons, les personnes, les membres travailleurs, les membres de soutien ne vont plus avoir le petit bout du bâton comparé aux 1000 membres qui, eux autres, sont des membres consommateurs, qui, eux, vont seulement avoir 33%. Ça va permettre,
on va dire, d'améliorer plus facilement les conditions de vie pour les membres travailleurs qui là, vont justement plus subir. Et aussi, ça va permettre de réduire beaucoup plus, la durée d'attente entre les choses. Ça prend une majorité dans la démocratie, donc 51% plus 1. Donc là, si il y a 33% admettons, de soutien et 33% de membres travailleurs, que les autres sont plus petits, peut-être que les consultations vont être plus vite et on va être capable d'avoir un consensus plus rapidement. Bien sûr, c'est de conseiller tous les membres. On reste une coopérative, on ne veut pas les exclure, mais ça reste que plutôt que d'attendre vraiment de compter tous les votes, on est capable de compter seulement certains votes, puis on va avoir une majorité plus facilement. Donc, il y a des coûts reliés à ça, je vais laisser Alicia les expliquer. Oui, donc pour l'Assemblée, comme mon collègue a dit, ce serait très important. Donc, on prévoit un budget d'environ 600 $, ce qui se résume à la location de la salle, puisqu'on ne pense pas qu'il y ait d'autres frais reliés à ça. Donc, vraiment juste une grande salle, ça pourrait faire la tâche. Ensuite, l'augmentation des salaires. Oui, c'est un très gros montant, mais comme mon collègue le disait, c'est vraiment important pour nous. Donc, on prévoit environ 1 000 $ par membre travailleur et vous avez 75 travailleurs, donc ça nous apporte à 75 000. Ensuite, pour l'envoi des lettres, il y a 1 200 membres utilisateurs, donc environ 1 $ par lettre, tout dépendamment de la grosseur de la lettre. Ça nous apporte à 1 200 $. Et pour la réorganisation fiscale, là, on a prévu une grosse fourchette de prix, soit entre 10 000 et 20 000 $, parce que ça peut vraiment varier tout dépendamment de l'importance que vous mettez à cette solution-là. Et comme mon collègue l'a dit, puisque c'est optionnel, on voulait quand même rester vague sur le montant. Donc, je vais laisser la parole à Xavier pour la deuxième solution. Donc, pour le deuxième mandat, soit les solutions reliées au mandat 2, tout d'abord, je veux vraiment empêcher un éléphant de rentrer dans la pièce. On avait comme vu un problème avec Mme Gagnon qui avait été blessée et qui n'avait pas pu vraiment être soignée à cause de problèmes légaux. On ne veut pas toucher à ce qui est légal, nous. Nous ne sommes pas des avocats, on n'est pas une firme d'avocats, on n'est pas spécialisés dans ce que vous avez le droit de faire ou non. Donc, nos solutions ne vont pas inclure le fait de changer de terme légal pour avoir le droit de soigner. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça serait vraiment d'aller voir une firme, on va dire, d'avocat. Je trouve que c'est une solution un peu facile de dire, vous faites juste le faire et on n'a aucune preuve de ce qu'on avance. On veut des preuves, on veut de quoi de tangible. Donc, sur quelque chose de tangible, on va miser sur la médecine de cœur. C'est, dans le fond, vous avez un peu 3 heures de service. C'est relié un peu à la deuxième, mais je pense que moins relié ça au 3. Je pense que entre une personne à mobilité réduite, c'est souvent une personne qui a moins de chances d'avoir des contacts sociaux, parce qu'il peut moins se déplacer. Je pense que faire de la formation des thérapeutes pour vos membres travailleurs, ça serait très intéressant pour leur permettre de mieux écouter, de mieux répondre à leurs besoins. Je pense qu'une personne à mobilité réduite, mais socialement active, vieillit beaucoup mieux. Je pense que ça va leur permettre de vieillir beaucoup plus en santé et de garder, on va dire, une certaine vitalité, un certain sourire, puis une envie vraiment de vivre un peu plus grande. Et aussi, on sait que les personnes un peu à mobilité réduite, des fois, ils ont un peu plus de sécurité. Pour réduire, pour aller vraiment chercher ce besoin-là, une nutritionniste. Vous faites des repas et vous avez beaucoup de, on va dire, de personnes qui vont les consommer. Je pense qu'une nutritionniste qui, elle, va pouvoir faire des repas adaptés à tel groupe de personnes, tel groupe de personnes, tel groupe de personnes, ça va permettre de savoir, que les personnes qui ont ça va avoir été pensé pour eux, ça va être un service personnalisé plutôt qu'un service, on va dire, vraiment visé pour tout le monde. C'est quelque chose, un gros avantage que vous pouvez avoir. Et surtout, ça va donner vraiment un beau sentiment de sécurité de c'est une nutritionniste, une personne qui a un bac, c'est une personne qui a un ordre, qui a fait. Ça, c'est vraiment de quoi, je pense, qui peut vraiment vous amener beaucoup de valeur apportée. Sinon, faire des ateliers pour les prochains ans. On sait déjà de l'aide pour les prochains ans, du répit. Je pense que c'est bon de fournir du répit, mais peut-être leur montrer comment aider, parce que la plupart des prochains ans, ils ont une forte volonté d'aider, mais ils n'ont pas vos compétences. Je pense qu'il y a moyen de peut-être aller leur donner un peu de vos compétences, qu'ils soient capables d'en prendre soin, qu'ils soient capables de les aider comme ils le veulent. Je pense que c'est vraiment frustrant pour les prochains ans. S'ils veulent aider quelqu'un, mais ils n'en sont pas complètement capables. Je pense que vous avez l'expertise de leur montrer ça. Et dans votre première offre de service, vous dites que vous faites beaucoup, dans le fond, de ménage puis un peu d'entretien ménager parce qu'ils ne sont plus capables de le faire. Je pense que pour les aider, puis aussi soumettre un bon nombre de développement durable, il y a beaucoup de compagnies québécoises qui font des produits chimiques plus, on va dire, environnementaux et moins nocifs. Étant donné que c'est quand même une coopérative de 1200 membres, ça serait facile d'aller voir ces compagnies-là et de leur dire est-ce que tu as un rabais de quantité, tous nos membres vont en acheter et ça va vous autres vous permettre de sauver, d'offrir un rabais de plus aux membres et surtout de quoi de plus écologique, de plus, on va dire, de plus logique, de moins nocif, qui va vraiment les aider dans leurs conditions. Donc, je laisse Alicia finir pour ce prix-là. Oui, donc pour les coûts reliés à ce dernier mandat, on a prévu environ 3 000 $ pour la formation par les thérapeutes, puisque c'est quand même assez important pour nous, on veut être sûr que les fonds soient assez suffisants. Ensuite, pour la nutritionniste, on a dit 1 000 $, mais en fait, ça peut être
changer là, tout dépendamment de comment vous voulez utiliser ça, c'est-à-dire, ça, vous pourriez faire environ 10 sous-groupes, là, comme mon collègue le disait, avec tel groupe ou tel groupe. 10 sous-groupes à environ 100 $ par groupe ou plutôt 4 plus petits groupes à 250 $ chacun. Ça dépend vraiment là, des besoins que les consommateurs pourraient avoir besoin. Ensuite, pour les ateliers, ce sera environ 250 $ chacun et on aimerait en faire 4 annuellement, donc environ 1 par saison, ce qui nous apporte à notre montant de 1 000 $. Et pour le partenariat, encore une fois, comme mon collègue le disait, ça a un coût nul, donc de 0 $, puisqu'au contraire, ça pourrait même être bénéfique. Je vais continuer pour le budget, en fait. Donc, j'ai déjà parlé de tous les montants individuellement, mais on a calculé la somme qui monte à 81 800 $. Mais là-dessus, on n'a pas inclus la réorganisation fiscale. Donc, si vous incluez environ le 10 à 20 000 $ qui était optionnel, on pourrait monter environ à 91 800 jusqu'à 100 000 $ environ. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue pour le résumé. Pour le résumé, notre demandeur a décidé de le régler par des meilleures conditions, un meilleur salaire et la possibilité d'une meilleure implication avec le changement fiscal pour les membres travailleurs. Et le mandat 2, on a décidé de renforcer des services par vraiment de la médecine de cœur, de la médecine un peu plus sociale, nutritionniste, de la nutrition, puis aller fournir de l'aide aux proches aidants sur comment aider. Donc, est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on éclaircisse maintenant, qu'on n'a pas été complètement clair ou qu'il y a encore des zones grises? Moi, j'irais une question pour vous. Le mandat d'aujourd'hui était sur SSF, qui fait partie d'un réseau, n'est-ce pas? Oui. Les ESAD, les E-I-S-A-D. Oui. Pendant qu'on va prononcer, des fois, là, ça peut amener des confusions. Moi, j'appelle ça les ESAD. Est-ce que dans vos solutions, il y a des trucs que vous considérez qu'on pourrait, la vie d'un ESAD, souvent, on est bien occupé. On préfère être chez le bénéficiaire qu'être dans le bureau en train de mener des actions comme ça. Est-ce qu'il y a certaines de vos actions qu'on pourrait juste pelleter dans le cours de la fédération du réseau des stades? Je pense que ça, c'est très, très bon. Tout d'abord, la meilleure solution que je vois vraiment pour pelleter, il y en a deux. Ça serait le nutritionniste. Il y a vraiment des firmes, vraiment nutritionnistes. Il y a un moyen d'engager pour desservir tout le réseau, je pense. Mais ça prendra un peu plus de temps parce qu'il y aurait vraiment il y a un peu de délai. Et aussi, pour les produits nocifs, ça serait de quoi qui est très facile à pelleter. Puis je pense qu'on pourrait avoir encore un meilleur rabais. Plus c'est gros, plus le rabais est élevé. Après, c'est sûr que la plupart des solutions étaient vraiment allées pour le cas précis, c'est-à-dire on parle de la réorganisation fiscale, puis beaucoup d'aider les membres, comment ils peuvent voter, comment ils peuvent changer. La formation de thérapeute, ça pourrait être bon de proposer justement à l'organisme tout en haut, qui est de fournir des formations par des psychologues, même des psychiatres, si vraiment ils sont capables à tout le monde, puis après, une personne qui a reçu la formation va reformer tout le monde, puis vraiment faire un bel arbre. Il y aurait moyen de faire ça. Mais donc, je pense qu'à peu près, il y a peut-être environ 3-4 solutions qui sont applicables. Comme on peut dire qu'on peut pelleter plus vite, mais le reste, on a été quand même assez sur le coup, si je peux dire. Ça répond bien? Oh. Je vais ma question. Peut-être que vous l'avez nommé, mais je vois pas qu'on écoute quand même la présentation. Mais vous avez nommé des coûts associés à vos initiatives, mais est-ce que vous avez vraiment expliqué, rappelez-le-moi sinon, d'où vient l'argent? Comment on va financer ces projets-là? Mais tout d'abord, on avait vu que la Fondation était capable de, je pense, geler un peu d'argent qui se prenait pour la mettre, dans le fond, dans des projets. On pense qu'il y a beaucoup, admettons, de choses qui sont étalables, que je peux dire qu'on peut amortir, qu'on peut faire dans le temps, puis vraiment changer. Je parle, si on comprend la réorganisation fiscale, je pense que une réorganisation, je me rappelle, c'est amortissable au fiscal sur, je pense, du 17 ans. Je me rappelle qu'il y a vraiment de quoi qu'on peut aller loin, qu'on peut vraiment échelonner. C'est certain qu'après, aussi avec l'activité des prochains ans, on peut faire quand même le financement là-dedans. Je pense que c'est pas très bien. Si on forme les prochains ans, on leur demande peut-être un 10 $. Une personne qui on est capable d'aller chercher un peu d'argent. Puis je pense que c'est bon aussi de ne pas tout mettre les projets en même temps. Puis je pense que vous avez utilisé beaucoup de ressources financières. Une coopérative, vous en avez moins. C'est peut-être un peu de toutes les choses qu'on a vraiment dites, c'est vraiment de cibler avec vos besoins précis, qu'est-ce qui est bon, puis aussi qu'est-ce que vous décidez de pelleter dans vos plus haut. Vous pouvez vraiment enlever les coûts de ça. Mais je pense qu'il y a moyen, d'aller chercher ce qui est important, puis de l'échelonner au pire si c'est pas complètement. Ça répond encore bien. Pour les deux solutions que vous avez proposées, les deux stratégies, quels seraient les indicateurs de performance clés pour les suivre?
Ben, tout d'abord, pour la rétention du personnel, la meilleure indication, ce serait vraiment de voir comment ils sont heureux, comment ils se sentent, s'ils veulent s'en aller ou non. Je pense que ce serait vraiment la meilleure indication, serait d'aller les voir, d'aller vraiment avoir leur avis. Après, pour l'offre, vraiment l'offre de service, le meilleur moyen, on ne va pas se le cacher, c'est de demander aux personnes qui reçoivent les services qu'est-ce qui leur manque. C'est pour ça qu'on pense que là, vraiment, un peu des thérapeutes, du soutien psychologique, puis c'est bon. Ils sont capables de se sentir plus à l'aise, mieux parler, vont vraiment être plus aptes à demander. Puis on pense que vraiment, c'est les meilleurs indicateurs de performance, ça va être les indicateurs, je veux dire, de contact vraiment humain, qui vont permettre de vraiment déterminer est-ce qu'ils sont heureux de ça. Ils sont pas, peut-être qu'on va se tromper sur des choses, peut-être d'autres choses, mais ça, il faut le savoir. Je pense qu'on ne peut pas prendre pour acquis que ce qu'on dit, c'est excellent. Il faut vraiment aller leur demander. Je pense que c'est eux autres qui vont permettre de savoir si est-ce que les mesures qu'ils mettent en place, c'est bien fait ou non. C'est certain que c'est un peu comme ça, les meilleurs indicateurs, ça serait, je dirais les meilleurs, ça serait même pour les deux, ça serait leur avis, leur demander. C'est la discussion, puis je pense que ça, en plus, une discussion, c'est beaucoup plus favorable à des coopérations. Je pense que des indicateurs de performance, ça fait beaucoup privé, ça fait beaucoup, on veut de l'argent, on veut de l'argent à telle date, on veut ça à telle date. Là, on veut viser, c'est une mission vraiment éthique. Je pense qu'il faut garder des mesures éthiques sur comment les mettre, comment savoir si les performances sont bonnes. Merci.